je vous propose, c'est qu'on va très brièvement introduire ce webinaire avec mon collègue François Ménard, avant de laisser la parole aux deux équipes qui présenteront leurs ouvrages, les deux ouvrages publiés aux éditions du PUCA qui feront l'objet du webinaire de la séance d'aujourd'hui. Le premier, sur la gauche ici, intitulé « Les communs à l'épreuve du projet urbain et de l'initiative citoyenne », coécrit par Leïla Kébir et Frédéric Ouellet, qui le présenteront tout à l'heure. Et le second, enfin celui sur la droite de votre écran, intitulé « Pour un urbanisme relationnel, analyse des impacts sociaux et urbains de l'urbanisme transitoire », écrit par l'atelier Approche, Kelly et Laure, qui vous le présenteront également en détail. Alors, on va essayer d'être bref, juste pour introduire ce webinaire, vous évoquer un peu d'où vient la publication de ces ouvrages et l'organisation de cet événement. Le PUCA, le Plan Urbanisme Construction Architecture, donc, qui est un organisme incitatif de recherche et d'expérimentation, concevait il y a une dizaine d'années, maintenant une petite dizaine d'années, un programme de recherche-action sur les initiatives locales qui revendiquaient une pratique alternative de la conception urbaine, de l'aménagement. C'était un programme au début des années 2010 qui s'intitulait « Le hors-champ de la production urbaine » et qui proposait d'observer et d'analyser ces initiatives locales, alors émergentes, qui étaient en général conduites par des collectifs de jeunes concepteurs intervenant sur l'espace urbain avec des formes de participation habitante accrues et des modalités d'intervention originales. Beaucoup occupaient de manière éphémère des délaissés urbains, utilisaient l'événement et l'action culturelle comme outil de programmation. Ces collectifs-là, ces démarches-là, dont certains à l'époque ironisaient sur l'esthétique du bois de palette en particulier, ou d'autres formules de ce goût-là. Le PUCA a soutenu plusieurs de ces initiatives alors émergentes et on pouvait se demander quels étaient les points communs entre la programmation avec les habitants d'un projet de rénovation urbaine mené par des urbanistes installés en résidence à Clermont-Ferrand, les initiatives par un collectif Carton Plein à Saint-Étienne, la mise en place d'un atelier populaire d'urbanisme à la Villeneuve, à Grenoble, ou encore un projet de maîtrise d'usage par des futurs propriétaires occupants de l'île de Nantes sur l'îlot E-Link. Qu'est-ce qui motivait ces collectifs, ces acteurs à initier de tels projets et dont le seul point commun, en première lecture en tout cas, était de se situer hors champ de la production urbaine? Ce qui est ressorti de ces initiatives et de leur analyse, c'était qu'elles avaient tout en commun de s'appuyer sur un certain nombre de critiques à l'encontre de l'action publique urbanistique, à qui l'on reprochait à l'époque d'être trop normée, descendante, excluante parfois et aboutissant à la production d'espaces standardisés, voire stérilisés, pour reprendre une formule des concepteurs alors, à l'image des espaces publics qui étaient souvent réduits à leur fonction de stricte circulation. Mais les motifs à l'origine de ces projets, qu'on voyait se multiplier sur le territoire national, dans des configurations variées d'ailleurs, dans des cœurs métropolitains comme jusqu'aux zones rurales, les motifs à l'origine de ces projets alternatifs se sont avérés variés. Certains souhaitaient augmenter le pouvoir des habitants, leur pouvoir d'agir sur leur cadre de vie, d'autres d'initier des programmations plus ajustées au terrain, plus coopératives, plus bottom-up. Qu'avaient en commun toutes ces démarches également? Quelle était leur réponse un peu pour dépasser cette critique et produire autrement? C'est en tout cas ce qu'elle revendiquait la ville. Eh bien, elle proposait de redonner des marges de souplesse, de transformer plus progressivement les lieux en s'appuyant sur les ressources locales, sur les habitants, sur les pratiques existantes et en ajustant au fil de l'eau les projets urbains à l'encontre du master plan traditionnel tel qu'on le pratiquait jusqu'à peu dans l'aménagement. 10 ans après, quel constat pouvons-nous faire? D'abord, celui d'une diffusion très large de ces initiatives. On pourrait le dire, sans trop caricaturer, qu'on est passé du hors-champ au plein champ de l'action urbaine.
les envies de spontanéité de ces collectifs rencontraient une demande de la maîtrise d'ouvrage, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée, et aujourd'hui, à tel point que ces initiatives sont devenues, on pourrait dire, une figure imposée de l'aménagement urbain. Et les promoteurs, les aménageurs, les collectivités ont progressivement rejoint la marche et profilé des missions spécialement adaptées pour laisser la place dans des interstices à des projets de cette nature-là. C'est la raison pour laquelle, du hors-champ au plein champ, on pourrait dire, il nous a semblé intéressant d'engager une réflexion sur l'évaluation à présent de ces initiatives-là. Ces initiatives sont parées de beaucoup de vertus. On leur prête les démarches d'urbanisme transitoire, on leur prête beaucoup d'intérêt pour la maîtrise d'ouvrage, pour les habitants, pour les collectifs, pour les structures hébergées de manière temporaire dans ces projets-là. Et il nous semblait intéressant d'essayer d'objectiver et de mesurer ça un peu plus précisément. Et c'est dans ce contexte que l'atelier approche, l'étude de l'atelier approche trouve tout son sens. Une étude donc soutenue par plusieurs partenaires, je les cite ici puisque nous ne sommes pas les seuls, loin de là. Donc une étude soutenue, outre le PUCA, par la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages du ministère de la Transition écologique, la DHUP, la Fondation de France et puis l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et cette étude apporte des éléments de réponse précieux. Elle permet d'évaluer les impacts sociaux des projets d'urbanisme transitoire ainsi que les impacts urbains et territoriaux des mêmes projets. Donc, c'est celle-ci qui va nous être présentée. Et puis, parallèlement, et je laisse la parole à mon collègue François Ménard, une autre démarche qui s'est menée de manière concomitante, mais sans qu'il y ait de lien a priori, était lancée sur la question des biens communs territoriaux. Tout à fait, donc vous l'avez compris, il y a la sortie concomitante de deux ouvrages, une coïncidence qui n'en est pas complètement une. D'abord parce que sur la période que vous a décrite Bertrand Vallet, on a noté, et nous ne sommes pas les seuls, la montée en puissance d'une notion, celle de bien commun, alors au singulier, plus souvent au pluriel, parfois réduite à la notion de commun, et notion dont se revendiquait un nombre grandissant d'acteurs, de projets, de propositions, tantôt militants, tantôt institutionnels, parfois hybrides, et ce, dans des domaines très variés. Alors, de l'économie circulaire à l'aménagement de l'espace public, du patrimoine culturel à la défense de la biodiversité, la transformation d'une friche à la création d'une épicerie solidaire, de nombreux projets dans ces domaines-là pouvaient se revendiquer du bien commun, des biens communs ou constituer des communs. Donc le point commun, sans jeu de mots, entre ces initiatives, c'est qu'elles faisaient lieu, elles prenaient place, elles dessinaient des territoires, et pour ce motif-là, le PUCA a cherché à s'y intéresser. En plus, ces initiatives semblaient dépasser des distinctions traditionnelles, celle entre une ressource à défendre et un construit à partager, celle entre l'action publique qui serait la seule à pouvoir incarner le collectif et l'initiative privée réduite à la défense des intérêts individuels. Donc, semblait que ça produisait des nouvelles formes de mobilisation ou d'organisation de la production de la ville. Alors, ça semblait, et donc la question était, mais qu'en était-il réellement? Et puis, de quoi parle-t-on? Qu'ont de singulier ces initiatives et qu'ont-elles de commun? Là aussi, donc, avec et sans jeu de mots. Est-ce que c'est un habillage dans l'air du temps de projets qui auraient existé auparavant, ou est-ce que c'est une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de produire le territoire, de l'envisager? Donc l'équipe de recherche, Frédéric Wallet et Leïla Kébir, ont procédé d'abord à un inventaire qu'ils vont vous décrire, des projets, d'initiatives qui se revendiquaient de cette notion. Et première surprise, ou du moins marque d'intérêt par rapport aux autres démarches que nous avions engagées, c'est que ressortaient de cet inventaire des objets communs à d'autres recherches, et notamment à l'étude menée sur l'urbanisme transitoire.
beaucoup d'initiatives dans le champ de l'urbanisme transitoire se revendiquent de la notion de commun. Alors, est-ce que ce sont des termes différents pour désigner la même chose, ou est-ce que, au contraire, employer des termes différents revient en distinguer les finalités, en permet d'en évaluer différemment les intentions et les résultats. Et c'est là où il nous a semblé intéressant de faire dialoguer ces deux recherches, d'abord en les présentant l'une après l'autre, et ensuite en engageant une discussion par votre entremise, donc les personnes connectées à ce webinaire, pour examiner bien, dans quelle mesure la notion de communs territoriaux permet de mieux comprendre, mieux apprécier, mieux évaluer un certain nombre d'initiatives urbaines, dont celles qu'on désigne par urbanisme transitoire, et symétriquement, est-ce que envisager l'urbanisme transitoire comme participant à la production d'un bien commun tel qu'il nous l'aura été précédemment défini, est-ce que ça ne permet pas d'avancer un petit peu plus dans la compréhension et, de certaine manière, la capacité à agir sur nos espaces urbains et périurbains. Donc, nous allons passer d'abord la parole à l'atelier Approche, donc pour un exposé. Non. Pardon, voilà, on avait répété, mais voilà, je me suis planté. Donc, nous allons d'abord passer la parole à Frédéric Valette et Laïla Kébir pour 20-25 minutes d'exposé de leur travail, et puis sans questions directes, mais vous pourrez les poser au fil de leur intervention dans le chat. Nous passons la parole à Kelly Ung et Laure Gaillet de l'atelier Approche pour un exposé d'une durée équivalente avant d'ouvrir un temps d'échange pour lequel nous reprendrons vos questions et nous en servirons pour interpeller et faire dialoguer les deux équipes. Est-ce que tu veux compléter, Bertrand? Non, je laisse Leïla et Frédéric. En principe, vous pouvez partager votre écran. Je ne sais pas si c'est Leïla ou Frédéric. On ne peut pas encore. Il faut que vous nous autorisiez à le faire. Ah, je crois. Voilà. Est-ce que vous pouvez? Oui, c'est bon. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien. Très bien. Donc, merci beaucoup, François et Bertrand, pour cette invitation. Frédéric et moi sommes ravis de partager avec toute l'Assemblée, qu'on salue aussi ici, et surtout avec nos partenaires de webinaire d'aujourd'hui. Donc, on se réjouit vraiment beaucoup de ce dialogue. Et voilà, donc merci pour l'organisation de ce webinaire qui vient un peu, pas tout à fait clôturer, mais en tout cas marquer un point important de ce projet qu'on vous présente aujourd'hui à travers l'ouvrage Les communs à l'épreuve du projet urbain et de l'initiative citoyenne. Alors, je salue aussi parce que dans la salle, il y a des personnes qui ont contribué au projet. Donc, je crois qu'il y a Léa Canvé qui est avec nous, Alexandre Boquillon et Ayat Moufok ont été stagiaires et ont contribué au projet aussi. Donc, voilà, on les salue aussi aujourd'hui. Alors, donc ce projet, en fait, la recherche qu'on a menée, elle porte sur les communs, biens communs. Donc, ce soir, nous parlons principalement de communs, donc qui est un concept qui est connu de très longue date. Donc, je ne vais pas faire ici l'historique. Je crois que ce qu'on voulait mettre en évidence, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a une recrudescence ou une redynamisation finalement des questions autour des communs, qu'on peut situer autour des années 2000 et aussi 2010, et avec justement une redynamisation de cette notion autour de nouveaux types de ressources, de nouveaux objets. Dire autant les travaux d'Elinor Ostrom extrêmement intéressants et qui ont fondé une grande partie, je dirais, des réflexions que l'on a aujourd'hui, s'appuyer surtout sur des études de cas, sur des ressources naturelles renouvelables avec
de gros enjeux autour des conditions, on va dire, de la gestion durable des ressources et cette revendication, on va dire que des communautés locales étaient vraiment à même de pouvoir gérer ces ressources de manière durable. Autant aujourd'hui, je dirais, bon, la question de la renouvelabilité et de la protection des ressources est toujours présente, mais il y a derrière ça aussi une revendication d'une autre manière de faire société, d'une autre façon de vivre ensemble. Et justement, ces communs aujourd'hui vont se structurer autour des connaissances, des objets informationnels en général, mais aussi patrimoniaux et surtout des objets urbains autour du renouveau des concepts des communs urbains. Alors, peut-être juste pour clarifier, donc nous, la définition opérationnelle, je dirais, qui est le grand chapeau de notre projet et celle qui fait aujourd'hui consensus dans la littérature et je dirais même la communauté, c'est que voilà, le commun, c'est un petit système qui regroupe une communauté, des règles et une ressource. Ça veut dire qu'on a à la base une ressource qu'une communauté va gérer collectivement en se donnant des règles où la dimension de l'autogestion est extrêmement importante. Et donc, voilà, nous, on part, je dirais, de cette définition-là. Alors, le contexte de cette résurgence des communs, on peut la situer dans beaucoup d'éléments. Nous, ici, nous retiendrons déjà la crise économique structurelle à partir de 2008 qui va beaucoup paupériser les populations, engendrer des fragmentations sociales et territoriales et finalement engendrer aussi une forme de retrait de l'État de certains services publics et aussi du retrait du privé sur certains services. Et donc, qui ont conduit des collectifs à se structurer justement pour pallier finalement à ce retrait de l'État. Ensuite, on a le changement climatique, la transition environnementale, quelque part qui nous amène à réfléchir sur quelle société est-ce qu'on veut, vers quoi est-ce qu'on veut aller et comment on fait finalement pour, je dirais, dépasser cette crise qui nous frappe. Et là, il y a évidemment l'aspiration à des modes de gestion plus collectifs, plus participatifs, qui est très présente dans notre société. Aussi, la volonté d'un développement plus localisé, plus inclusif, et qui est aussi très présente. Et en fait, c'est tout ce contexte finalement qui est un petit peu le terreau de cette réémergence des communs depuis le début des années 2000. Il y a aussi cette volonté dans certains débats de dépasser cette dichotomie public-privé pour laisser plus de place aussi aux citoyens et aux collectifs. Et je dirais, ce phénomène qu'on peut observer, il s'accompagne aussi d'une grande émulation intellectuelle avec des ouvrages qui ont marqué le champ, on va dire, depuis ces dernières années, très importants. Et évidemment, on ne peut pas ne pas citer ici ce qui se passe en Italie avec tout le mouvement des Beni Comuni, où il y a une vraie implication et des vraies recherches et volontés de pouvoir inscrire de manière institutionnelle la possibilité des communs et notamment de la propriété collective. Alors, le projet Biscotte dans tout cela, eh bien, voilà, nous, on souhaitait, avec Frédéric, pouvoir clarifier déjà les concepts. Vous voyez, déjà, depuis le début du webinaire, on a parlé du bien commun, des communs au pluriel, etc. Donc, nous, on souhaitait vraiment clarifier ces concepts, et puis on y reviendra un peu plus tard, et surtout construire une grille d'analyse qui permettait finalement de cerner en quoi est-ce que ces communs aujourd'hui participent des dynamiques de développement territorial. Et bon, alors donc l'idée c'est de mieux comprendre la réalité de ce phénomène et surtout comment il interroge, alors évidemment tous les concepts et les modèles de développement territorial, mais aussi les pratiques en matière de politique et de développement et d'aménagement. Donc le projet, voilà, c'était tout d'abord une recherche et aussi un cycle de séminaires qui nous a accompagnés pendant toute la durée de la recherche. Alors, pour mieux comprendre le phénomène et ses liens au développement territorial, on est parti sur la réalisation d'un inventaire et d'un recensement d'initiatives qui étaient autoproclamées ou proclamées comme relevant des biens communs ou des communs, que ce soit en France ou à l'étranger. Ça veut dire que, bon, évidemment, on avait fait notre revue de littérature, mais on ne voulait pas partir sur des définitions a priori, mais plutôt voir finalement qu'est-ce que les acteurs, qu'est-ce que ceux qui font les communs et les biens communs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils mettent dans ce concept, qu'est-ce qu'ils projettent dans cela, pour finalement voir qu'est-ce que sont les communs aujourd'hui et pouvoir aussi peut-être les mettre en relation avec la trajectoire des communs historiques que l'on connaît. Donc, on s'est fondé sur une analyse d'ouvrages d'artistes scientifiques, beaucoup de recherches Internet, les réseaux sociaux,
des conférences spécialisées. On a identifié 148 cas qu'on a retenus. Alors, on ne cherchait pas du tout l'exhaustivité. Pour nous, l'important, c'était plutôt de capter la plus grande diversité finalement du phénomène pour pouvoir un peu mieux le cerner. Et de ces cas, on en a choisi 10 sur lesquels on a fait une étude de cas un peu plus approfondie. Donc, vous voyez ici, on a une majorité de cas français, mais on a aussi été regarder un petit peu ce qui se passait à l'étranger. Alors, bon, François l'a déjà dit, hein, donc François et Bertrand l'ont déjà dit, ces communs, finalement, ils touchent un grand nombre d'activités très diversifiées, des services de proximité, en passant par l'agriculture urbaine, de l'événementiel, de l'aménagement urbain, l'énergie. Donc, vraiment, ça touche beaucoup d'activités de notre société aujourd'hui. Ensuite, ils émergent souvent soit de protestations, ça veut dire de collectifs qui souhaitent protéger un commun et vont se positionner contre l'enclosure ou des conflits d'usage. Il y a aussi le fait de pallier à des manques, hein, je vous le disais tout à l'heure, des manques de services ou des manques d'opportunités. Mais ce que le projet a révélé, c'est qu'il y a aussi, parce que ces deux éléments étaient connus de la littérature, il y a aussi la création de valeur. Ça veut dire le fait de se dire, c'est aussi des collectifs qui sont là pour peut-être valoriser des ressources qui sont sous-employées, qui sont délaissées et qui apportent finalement leur contribution au développement de valeur au sein de notre société. Alors, quelques enseignements. Donc, le premier, par rapport justement au concept, hein, en fait, nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans cette nébuleuse des communs, eh bien, on a aussi bien des collectifs qui se structurent de façon très proche des Common Pool Resources que décrivait Ostrom, c'est-à-dire très structurés. On a des communs qui sont beaucoup plus flous, avec une organisation beaucoup moins structurée, peut-être beaucoup plus inclusive, autogérée, avec cette volonté de développer des nouvelles formes de gestion ou de fabrique finalement de nos territoires. Et puis après, on a tout un ensemble d'actions collectives où là, il s'agit plus de projets qui peuvent être portés aussi bien par le public que le privé, que par des groupes, pour le bien commun, ça veut dire pour un objectif qui dépasse l'individu, pour proposer finalement un monde meilleur et vivre ensemble. Donc on a des gradations différentes, des formes de structuration différentes dans ces collectifs, et on pourra y revenir après si vous le souhaitez. Et puis ensuite, alors bon, là je ne vais absolument pas rentrer dans le détail, donc on a créé une typologie pour situer finalement ces communs et leur rapport au territoire. Donc on voit qu'on a des toutes petites communautés, des grandes communautés, on a des cas qui sont des initiatives qui sont très ancrées dans le territoire, très spécifiques, d'autres qui sont plus facilement réplicables, etc. Et surtout, nous, ce qui nous a paru extrêmement intéressant, c'est qu'ils contribuent à la fois à ce qu'on va appeler le secteur résidentiel, ça veut dire améliorer le vivre ensemble, la qualité de vie, mais il y a aussi des projets qui participent finalement au secteur productif, à l'innovation et au développement du tissu économique. Et donc, quelque part, on sort de cette idée que les communs, voilà, c'est des voisins qui s'organisent pour juste faire des choses sympas entre elles. Et c'est pour prendre un petit peu le contre-pied de cette idée qui, en tout cas, dans notre projet, ne s'est pas révélée juste. Voilà, donc je vais passer la parole à Frédéric qui va poursuivre. Et donc, au final, ce qu'on a constaté dans les différentes études de cas qu'on a pu analyser, c'était que ces communs étaient au cœur d'une triple revendication dont les composantes entraient plus ou moins en complémentarité. D'abord, il s'agissait de la volonté des populations locales de contribuer à la résolution de problèmes sociaux fondamentaux, notamment autour de la qualité de vie. Mais aussi, c'était des formes de critique des modes de régulation capitalistes et de marchandisation d'un certain nombre de services et la volonté d'inventer des alternatives. Et enfin, ça passait par des formes d'expérimentation sociale qui relevaient plutôt de modes de gouvernance horizontaux avec comme principe une organisation des communautés sous forme de sociocratie avec une moindre hiérarchie que beaucoup de formes organisationnelles. Alors, toutes ces initiatives se voulaient contributrices de l'invention de nouvelles formes d'action collective et de diffusion de modèles sur les espaces qui étaient les espaces urbains, mais aussi au-delà, sur d'autres types de territoires. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail les caractéristiques de ces initiatives citoyennes,
on constate d'abord une complexité des processus et des formes organisationnelles mises en place, qui s'inscrivent donc dans différents principes. D'abord, l'ouverture, c'est propre des communs, c'est-à-dire essayer d'avoir des communautés qui soient ouvertes aux volontaires qui veulent rejoindre les initiatives. Une volonté d'inclusion aussi, c'est-à-dire une dimension sociale à ces initiatives qui avait dans un certain nombre de cas une vocation d'évitement de la rupture par rapport aux dynamiques urbaines. Mais aussi, on constate dans un certain nombre de cas des passagers clandestins, c'est-à-dire des acteurs qui profitent un petit peu de l'initiative collective pour venir se servir des ressources qui sont mises en place par ces initiatives. Alors, une autre caractéristique, c'est le caractère plus ou moins combiné des activités qu'on va y retrouver, parfois avec la mise en place de services qui sont des services marchands, qui vont offrir notamment dans le cadre d'une volonté de parvenir à un équilibre économique de l'initiative, des services qui vont être payants. Et puis, c'est aussi l'idée que ces initiatives, quand elles sont un petit peu complexes, elles combinent différents projets individuels et collectifs qui peuvent être tout à fait multiples et pas forcément en continuité les uns par rapport aux autres. Alors, troisième grand constat, c'est que finalement, ce sont des initiatives qui relèvent plutôt, en tout cas pour les initiateurs, de CSP+, c'est-à-dire de populations qui ont un certain capital cognitif, capital social également, auxquels viennent s'agréger différents types d'usagers qui sont parfois plus dans la marginalité, et ce qui pose la question finalement, est-ce que les cas qu'on a pu regarder sont représentatifs de toutes ces formes de solidarité qui se mettent en place, ou est-ce que parallèlement on n'aurait pas ce qu'on pourrait appeler des communs silencieux, c'est-à-dire des communautés qui seraient moins visibles, plus informelles et formées par d'autres types de populations. On constate aussi une forte composante symbolique à ces initiatives. On a mis l'exemple ici de Disco Soup, puisqu'en général, ces initiatives font l'objet d'une politique de communication assez dynamique et peuvent être réappropriées au-delà des initiateurs par certains acteurs qui pourraient plus ou moins légitimement s'en revendiquer. Enfin, ces initiatives renvoient à des dynamiques extrêmement variées en matière de reproduction des opérations ou dissémination sur un territoire ou à d'autres territoires. Alors, ces initiatives interrogent de manière un peu plus large le lien entre bien commun, avec un S, et développement territorial. D'abord parce que, en tout cas c'est notre hypothèse, elles amènent une évolution de la fabrique de la ville autour de différents aspects. D'abord, une expérimentation autour de nouveaux modes de gouvernance des ressources communes, avec une attention renforcée à l'implication des usagers de ces opérations et ces dispositifs, de ces ressources, par rapport, par exemple, à ce qui pourrait être mis en œuvre par des sociétés privées ou par des dispositifs d'intervention publique classiques. Elles répondent aussi, ces initiatives, à des logiques d'expérimentation et d'apprentissage liés à l'action collective, notamment à travers leur déploiement dans la durée, où les formes de gouvernance ont tendance à avoir à se réinventer au fur et à mesure de l'évolution de l'opération. Et puis, c'est aussi la recherche d'un surcroît d'inclusion, d'équité et de débat démocratique autour de formes de délibération entre les membres de la communauté. J'interroge aussi le lien au territoire. Léla l'a montré tout à l'heure, à travers la diversité des cas qu'on a pu identifier, avec des contributions plus ou moins fortes à la qualité de vie, à l'innovation sociale et à la production de services pour les populations. On a identifié aussi un certain nombre de risques associés aux opérations qu'on a pu identifier. D'abord, premier risque, c'est la fragilité des modèles économiques. Pour beaucoup d'entre elles, ces initiatives reposent
en bonne partie sur les subventions publiques et sur le bénévolat. Et donc, dans un certain nombre de cas, on est vraiment sur des modèles qui sont relativement fragiles sur le plan économique, dès lors que, par exemple, s'arrêtent des subventions à cause d'un changement de majorité dans la municipalité. Une autre problématique concerne l'accaparement des ressources territoriales. Est-ce qu'au final, ces petites communautés risquent pas d'être des espaces de clubisation potentielle de la ressource, c'est-à-dire d'appropriation des ressources de la ville au profit des membres de la communauté, avec un verrouillage finalement de l'usage de ces ressources. C'est par exemple le cas qu'on a pu identifier autour d'un certain nombre de jardins collectifs. Et puis, dernier risque, c'est le risque de réappropriation d'un concept qui est aujourd'hui à la mode, ce qu'on a appelé le common washing, de la part d'un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs plus traditionnels des modèles capitalistes ou de l'action publique, qui pourraient ainsi déployer leur activité en la diversifiant, en s'appropriant les codes des communs. Alors, pour ouvrir la discussion et conclure notre propos, on a finalement identifié une forme de redéfinition du rapport à la ville à travers les différents cas qu'on a pu identifier. Première catégorie, c'est ce qu'on pourrait appeler la ville augmentée, c'est-à-dire que les initiatives qui sont mises en place vont émerger pour répondre à un besoin qui est non pourvu ni par le marché ni par les services publics, et donc des démarches expérimentales souvent liées à des enjeux de bien-être, par exemple l'accès aux ressources, les nouveaux services, vont se développer à l'initiative des acteurs, des populations locales. Deuxième catégorie, c'est ce qu'on a appelé la ville contestée. Ici, c'est un ensemble d'initiatives qui vont prendre la forme d'une opposition au modèle classique de structuration de la ville, marquée par des logiques d'enclosure des espaces, de privatisation des services et d'individuation des modes de vie. Et donc, on va créer des formes alternatives d'action collective. Alors, ça renvoie directement à d'autres expérimentations qu'on a vues notamment à l'étranger, avec les dispositifs de gestion de l'eau qui ont émergé en Italie, par exemple, ou de l'habitat partagé qu'on a pu repérer dans une ville comme Barcelone. Et puis enfin, le dernier rapport à la ville qui est un peu modifié par ces initiatives autour des communs, c'est ce qu'on a appelé la ville réinvestie. Ici, les initiatives se créent dans les interstices de la ville, souvent au sein d'espaces qui sont des délaissés, des espaces laissés vacants par la dynamique du capitalisme, et donc qui ne répondent plus aux logiques de rentabilité et de mobilité des capitaux. Alors, finalement, si on essaye de poser quelques jalons sur les apprentissages de ce qu'on a pu identifier à travers ces différents cas, on se rend compte qu'il y a des enjeux de renouvellement de la gouvernance qui sont associés à ces initiatives en bien commun. Ça pose des exemples, ces cas mettent en évidence des exemples de gestion de communautés qui sont des communautés disparates, évolutives, parfois méconnues des acteurs publics, et qui sont fondées sur des dispositifs de gouvernance décentralisés par le bas, avec des règles flexibles et adaptatives qui sont en réalité un peu moins formalisées que celles de l'action publique. C'est aussi une nouvelle façon d'envisager la ville, davantage fondée sur l'engagement citoyen et dans certains cas sur une logique de care. Et ça réinterroge surtout le rapport à la propriété, puisque les logiques de propriété individuelle sont remises en question au profit de formes plus originales de gestion des ressources qui sont partagées, locales, délibératives et intégratives. Ça pose aussi la question de la manière dont ces dispositifs et ces initiatives vont s'articuler avec l'action publique plus traditionnelle, puisqu'elles touchent dans un certain nombre de cas des ressources qui sont en train de devenir stratégiques pour la gestion des villes, par exemple autour de la question de l'eau ou des données numériques,
ou des ressources qui font l'objet de formes d'enclosure, par exemple sur le patrimoine ou l'espace public. Et donc, au-delà, ça interroge la capacité qu'on va avoir aujourd'hui à créer une culture juridique qui soit adaptée à la prise en compte de ces initiatives dans la gestion de la ville et la gestion des affaires urbaines, notamment en termes de responsabilité, de contrôle ou de fiscalité. Alors, au niveau des initiatives proprement dites, eh bien, ça pose la question de la résilience de ces dispositifs, de leur impact réel sur les trajectoires de développement territorial, et puis la capacité de sortir des logiques expérimentales pour pouvoir avoir un réel impact sur le développement territorial, avec l'idée qu'il convient d'articuler à la fois la dimension temporaire de ces initiatives, volontaires ou non volontaires, et puis la pérennité de ce type de démarche dans la dynamique urbaine. Et enfin, ce qui nous a intéressés, c'était de réfléchir, mais on n'en est qu'aux jalons, à la manière dont ces communs étaient des outils pour penser les enjeux de transition et de cohésion territoriale. Est-ce que finalement ces communs permettent de contribuer à l'émergence de nouveaux modèles de développement et de nouveaux modèles d'aménagement des villes, et comment les combiner, puisque souvent on a une multitude d'initiatives de tailles plus ou moins variées qui sont assez disparates et qui ne font pas forcément un ensemble cohérent dans la stratégie urbaine. Est-ce qu'il ne faut pas penser les choses en termes de création de bouquets urbains, par exemple? Et enfin, est-ce que ces initiatives contribuent à la transition des territoires, par exemple par rapport aux enjeux de changement climatique qui sont aujourd'hui face à nous? Et donc, est-ce qu'il n'y a pas besoin de faire évoluer les dispositifs juridiques pour en renforcer la portée? Donc, voilà ce qu'on voulait partager avec vous à l'issue de cette recherche. Et donc, on est ouvert à toutes questions et suggestions. Merci. Merci beaucoup, Frédéric et Leïla. Il y a quelques premières questions qui ont été posées. Alors, il y en a qui renvoient à des débats un peu plus généraux. Je vous propose qu'on laisse la parole à l'atelier approche et qu'on évoque ces questions-là ensuite pêle-mêle entre celles qui ont été posées et qui vont être posées par la suite. Juste une question qui est un exemple, donc c'est une question assez précise et courte. Auriez-vous des exemples de pérennisation de communs du fait de démarches juridiques initiées et gagnées par ceux qui les défendaient? Leïla ou Frédéric, juste cette question-là, et après on laisse la parole à Kelly et Laure. Alors, il y a deux manières de répondre à ça. D'abord, à travers les exemples qu'on va trouver à l'étranger, puis les processus d'institutionnalisation qu'on voit émerger en France. À l'étranger, Leïla l'a rappelé en début de propos, on a un mouvement qui a émergé suite aux tentatives de privatisation de la gestion de l'eau dans un certain nombre de villes. De la part du gouvernement Berlusconi, à laquelle ont répondu des mobilisations intellectuelles et citoyennes qui ont été mises en place par le dispositif Lapsus. Et aujourd'hui, on a des dispositifs de gestion de l'eau au niveau de plus de 100 municipalités en Italie qui sont des gestions communalisées au sens non gérées par la commune, mais par les communautés, avec une implication ou en tout cas gérée par les communes, mais impliquant les communautés, plus exactement. Et donc ça, c'est aujourd'hui institutionnalisé et ça c'est pérennisé. Ça, c'est un des exemples qu'on va retrouver, par exemple, sur cette question de l'eau en Italie. Et puis, ce qu'on voit vraiment émerger aujourd'hui dans un certain nombre de villes françaises, je pense par exemple à Nantes, à Lille ou à Grenoble, c'est la mise à l'agenda et même l'inscription dans les dispositifs institutionnels de cette question des communs, de manière à pouvoir leur donner une assise plus importante et les ancrer dans la stratégie des villes concernées. Ou non, on reviendra sur ces questions-là pendant le débat. Ouais.
Ok. Bien, eh ben, on laisse la parole à l'atelier approche. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'une part pour cette présentation, Frédéric et Leïla. Vous allez voir, il y a beaucoup d'échos en effet avec nos travaux. Donc, merci au PUCA pour cette belle invitation. Hop. Donc, nous sommes Kelly Hung et Laure Gaillet de l'atelier Approche, qui s'est créé en 2015. Et très brièvement, on a 3 pôles d'activité. On est déjà sur le terrain, où on produit des actions de terrain pour enrichir nos études urbaines. Et puis, on a une réflexion permanente sur les nouvelles pratiques en urbanisme qui nous mènent ici aujourd'hui. Et on transmet ces analyses dans le cadre de formations universitaires et professionnelles. Donc, aujourd'hui, on va vous parler, vous redonner le contexte de l'étude d'action dans lequel est publié ce travail sur l'analyse des impacts sociaux et urbains de l'urbanisme transitoire, vous présenter la grille d'indicateurs qu'on a pu formaliser pour qualifier l'impact social des projets d'urbanisme transitoire, vous introduire également le protocole d'évaluation de l'impact sur lequel on travaille aujourd'hui et des modes de représentation que l'on esquisse tout juste. Et ensuite, arriver à, ça fait vraiment écho à votre présentation précédente, à cette articulation entre l'action publique à l'échelle territoriale et comment elle peut encourager et puiser dans l'urbanisme transitoire. Et pour finir, ce sera une ouverture sur un regard plus personnel, professionnel, à l'urbanisme relationnel. En bref, on va rappeler très rapidement le cadre de notre étude d'action et déjà aussi notre posture, comme on l'a dit, et en introduction, on l'a rappelé Bertrand. En effet, nous, on n'est pas forcément des chercheurs, on fait partie de ces collectifs de l'hors-champ de la production urbaine, en tout cas il y a une dizaine d'années. En effet, on a porté depuis bientôt 3 ans cette étude d'action. Je le répète, merci à nos partenaires, le PUCA, bien sûr, qui nous accueille aujourd'hui, la Fondation de France, l'ANCT et le ministère de la Transition. Cette étude, ça ressemble aussi un peu à votre méthode. Hein. Elle s'est déroulée un peu en entonnoir avec une première année où nous avons étudié 12 cas de projets d'urbanisme transitoire qui nous auront permis d'élaborer une première grille de critères, d'indicateurs d'impact sociaux et urbains, de commencer à essayer de qualifier cette valeur sociale de l'urbanisme transitoire. Cette première grille a permis d'aboutir à des questionnaires véritablement qui sont à destination des porteurs de projets pour qualifier un peu cette valeur. Ces questionnaires ont été testés sur 3 terrains et actuellement, nous sommes dans cette période de test du protocole d'évaluation sur 2 terrains, 2 sites pilotes, à la fois à Marseille, sur le territoire d'Euromède et au Fort d'Aubervilliers. Tout ça pour aboutir fin 2021, début 2022 à un outil que l'on veut le plus ouvert, accessible, didactique, qui sera gratuit et en ligne, un outil d'aide à la définition et à la mise en œuvre d'un projet d'urbanisme transitoire à fort impact social. Voilà pour la méthode et juste une image qui fait référence à notre premier livrable, notre première publication que vous pourrez retrouver sur le site du PUCA notamment, qui fait état et compare 12 cas d'études à la fois en France et à l'étranger, dans des quartiers en renouvellement urbain, des sites plus métropolitains, des villes moyennes et aussi en milieu rural. Et vous verrez dans cette étude comment on arrive un peu à comparer les modèles économiques, les montages opérationnels, les programmations très variées qui peuvent se trouver dans ces projets d'urbanisme transitoire. Et alors justement, partant de ces 12 cas d'études, on a pu formaliser cette grille d'indicateurs de 15 indicateurs qui font l'objet, du coup, pour obtenir de premières réponses, d'un questionnaire de 20 questions
Et cet impact, on l'a donc identifié à la fois sous l'angle social et sous l'angle vraiment du projet urbain. Et les impacts sociaux, on les a classés en 3 types d'effets. Les effets à l'échelle individuelle, à l'échelle collective et à l'échelle territoriale. Et enfin, bien sûr, les effets sur le projet urbain. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail de cette grille, effet individuel, c'est à la fois la capacité de l'urbanisme transitoire à créer des interactions sociales. Ça va être la question de la santé, le mieux-être, où on identifie aussi la possibilité d'avoir des aspects négatifs, donc les stress éventuels ou les conflits qui ont pu avoir lieu dans le cadre de projets d'urbanisme transitoire. Ça peut être également l'insertion professionnelle, bien entendu. Est-ce que c'est source d'emploi, de formation, d'accompagnement à l'entrepreneuriat? Et enfin, est-ce que ça contribue à une nouvelle capacité à agir des individus, des bénéficiaires? Quelques exemples au niveau donc, des effets individuels. Ici, très clairement, la plupart des projets d'urbanisme transitoire, comme la photo que vous voyez en haut à gauche, l'autre soit à Villeurbanne, sont vraiment un cadre privilégié pour croiser les publics, qui sont à la fois les publics riverains métropolitains, mais aussi les personnes hébergées dans le cadre d'urgence, les porteurs de projets ESS et projets culturels et les artistes associés. En dessous, vous avez l'exemple au grand voisin de Gada, qui était une personne qui était accueillie en hébergement d'urgence et qui a développé une nouvelle capacité à agir puisqu'elle a développé une activité professionnelle autour de la cuisine. Au niveau des effets collectifs, on identifie cette fois à la fois la question de la solidarité, des échanges, dont mutualisation entre les groupes de personnes, ou par exemple la constitution de réseaux personnels ou de réseaux professionnels, donc plus ou moins structurés. Et là, on présente ici l'exemple de la coopérative La Main 9.3, qui est une foncière culturelle, puisque dans notre ouvrage, on décortique différents modèles de montage de projets qui sont favorables à l'impact social, donc notamment celui-ci. Et on voit qu'ici, le format de la SCIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, permet aux sociétaires déjà de créer des réseaux informels entre individus, un réseau informel entre individus, à la fois collectivités, associations, les lieux qui sont associés à cette foncière, les salariés, les habitants qui font partie de la gouvernance. Et en même temps, il s'instaure tout un jeu d'échange de savoir-faire entre les différents lieux qui constituent la main et d'échange, de mutualisation de compétences et de métiers. Oups. On continue donc l'explicitation de cette grille de critères qui nous permet véritablement d'arriver à qualifier ces impacts souvent immatériels pour aller vers les niveaux à la fois territoriaux et sur le projet urbain. Donc sous le niveau territorial, on a mis en valeur 4 indicateurs. Celui de l'attractivité du quartier, pour voir si l'urbanisme transitoire a permis peut-être de faire évoluer l'image du quartier. On en a parlé aussi dans l'intervention précédente, probablement aussi. Peut-être l'idée de faire évoluer aussi le respect des espaces communs, l'entretien des espaces publics. Est-ce que ça a pu aussi développer des services de proximité ? En effet, en réponse à des besoins sociaux urgents, ou est-ce que ça a pu faire évoluer de nouvelles manières de faire et être un témoignage d'innovation publique. Des effets aussi sur le projet urbain. Souvent, on le remarque avec cette gouvernance qui est modifiée, on a largement parlé de ça aussi tout à l'heure, de gouvernance peut-être plus partagée entre des projets transitoires et des projets urbains, mais aussi plus inclusive et qui fait une part belle à la participation citoyenne. L'évolution aussi en termes directement de co-conception ou co-programmation, de l'évolution du diagnostic ou même du dessin final du projet d'aménagement. Et petit à petit, peut-être un indicateur aussi en termes de nouvelles missions ou de métiers qui ont émergé depuis tous ces projets d'urbanisme transitoire. Pour vous donner des exemples, parce que c'est toujours beaucoup plus clair, là, une petite image en haut à gauche sur un effet territorial.
qui se situe à Mulhouse. Donc là, c'est plutôt dans le cadre d'une friche industrielle qui a été reconvertie en atelier d'artistes par un collectif, donc Motoko, qui évidemment induit un changement d'image du site. On a en dessous cette idée aussi de réponse à des besoins sociaux urgents. Cette fois-ci, c'est dans un quartier en renouvellement urbain à Bagnolet, par le collectif Yapluka, qui a transformé un container en une épicerie temporaire en réponse au fait que l'épicerie d'avant avait été démolie et en attente du futur pôle commercial, les habitants avaient besoin de s'approvisionner tout simplement pour se nourrir. Donc voilà, une réponse à des besoins sociaux urgents. Et puis, dans cette idée aussi d'effet sur le projet urbain, on parlait de gouvernance tout à l'heure. En haut à droite, plutôt en milieu rural, à Sauxillange, dans le projet de la mécanique du bourg, là, il y a eu la mise en place de comités habitants, donc avec cette idée de gouvernance plus participative. Et puis en bas, on voit aussi un autre projet porté par le bruit du frigo à Dax, dans un quartier politique de la ville aussi, où cette fois-ci, les projets transitoires, il y a eu notamment un petit cabanon éphémère qui a été construit pour co-programmer des espaces publics et qui a abouti à ces chantiers qui vraiment ont permis de faire évoluer la conception de l'aménagement final des espaces publics du quartier. Voilà. Oui, alors, donc on s'est évidemment posé la question de comment est-ce qu'on allait pouvoir évaluer tous ces effets qu'on vient de décrire. La première chose à garder en tête, c'est que la valeur sociale n'est pas un schéma linéaire, hein, bien au contraire, c'est vraiment un ensemble d'enchaînements de relations directes ou indirectes qui sont prévues ou imprévues entre des actions, des personnes et un milieu, des éléments propres à un contexte. Donc on voit ici qu'il y a toujours des effets déclencheurs qui agissent soit sur le montage du projet transitoire, soit sur l'action, les actions prévues par les porteurs de projets, et que ces actions ont des effets directs ou indirects qui elles-mêmes peuvent revenir enrichir les actions qui auront à nouveau d'autres effets indirects dans le temps. Et ce qui est important pour nous, c'est que cette valeur sociale n'a de sens que si elle est qualifiée de manière collective, de manière partenariale, puisqu'il y a une pluralité d'effets à prendre en compte sur les différentes personnes. J'enchaîne et juste en deux mots aussi pour vous dire que toute cette réflexion, elle n'est pas sortie de nous toute seule. Hein. C'est la réflexion aussi est sortie de travaux, notamment portés par la Fonda dans le champ associatif, comme pour beaucoup qui se posent la question de mettre en valeur, de valoriser ce qui est pas quantifiable en fait. Nous encore, ce n'est pas juste l'aménagement qu'on a produit avec peut-être de temps en temps cette esthétique des palettes. Ce n'est pas du tout ça qui généralement nous importe, mais peut-être tout ce processus qui a amené à cet aménagement et qui est souvent très peu valorisé parce qu'il est immatériel. Donc, la valeur de cet urbanisme transitoire, la valeur sociale, la valeur de cet impact social n'est en effet pas quantifiable. Elle n'est pas réduite à un coût, même si on pourra en parler dans les questions peut-être si on a le temps. On a travaillé sur cette question des coûts évités de l'urbanisme transitoire, mais pour nous, elle n'est pas quantifiable, elle n'est pas réduite à un coût et elle est nécessairement fruit d'une estimation collective et fruit d'un contexte. Alors, comment estimer collectivement la valeur de l'urbanisme transitoire ? Propose un premier outil, bien sûr en cours de test, sûrement avec des critiques dont on pourra parler. Mais la première piste de travail qu'on est en train de creuser, c'est cette idée d'essayer de représenter collectivement la valeur de l'urbanisme transitoire à travers un outil qui s'appelle l'idée de chaîne d'impact. Ça sera plus clair si on suit justement. Cet exemple-là qu'on vous propose, c'est le fruit d'un atelier qu'on a porté collectif à Marseille, justement dans un projet d'urbanisme transitoire qui est occupé par une entreprise d'insertion qui s'appelle Presta Service Sud, dans des bureaux qui étaient vacants et qui sont occupés pendant 1 an minimum. Et là, on suit le parcours de cette jeune fille qui s'appelle Karima, une salariée en insertion, qui a obtenu donc un contrat à durée déterminée d'insertion, un CDDI. Alors, ça, c'était un effet, en effet, prévisible, un effet direct du fait qu'on est dans le cadre d'une entreprise d'insertion. Ce qui était aussi un effet
aussi assez un impact prévisible et direct, c'était que petit à petit, elle a repris confiance en elle grâce au climat de bienveillance des responsables, notamment Malik, le porteur de projet. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est que grâce à cet atelier collectif, on a pu aussi détecter et valoriser des effets indirects, imprévus, notamment le fait que cette jeune fille a changé de projet professionnel. Elle est passée de l'idée d'être vendeuse à avoir un poste à responsabilité, d'un point de vue individuel. D'un point de vue collectif aussi, avec ces déjeuners qui se font, ces cafés aussi qui ont lieu à la place de rendez-vous plus professionnels, il y a cette idée vraiment de convivialité qui a mené à des échanges de services comme du covoiturage entre les salariés. Et enfin, cette idée que l'imaginaire de cette personne-là sur le territoire de Marseille, parce qu'elle vivait à Vitrolles, a évolué aussi, s'est agrandi, puisqu'elle a travaillé dans différents quartiers de Marseille et ça lui a permis de découvrir son territoire, son bassin de vie. Voilà, donc ça, c'est tous ces espèces de petits impacts immatériels qu'on essaie de valoriser à travers l'impact. Là, on vous en fait une autre représentation qui, elle, est une synthèse de différentes chaînes d'impact et qui essaye de croiser les points de vue des partenaires qui étaient présents à l'atelier. Non seulement les publics bénéficiaires, mais il y avait aussi Pôle emploi, il y avait aussi l'aménageur Euromède, il y avait aussi la ville, collectivité, la ville de Marseille qui était présente, et le porteur de projet transitoire et nous-mêmes. Et ça a pu faire aussi émerger, grâce aux indicateurs et aux questionnaires, d'autres effets indirects, comme celui à l'échelle territoriale qu'on a classé sous innovation publique, le fait qu'en effet, ces méthodes qu'avait Malik, le porteur de projet transitoire, liées à la bienveillance et à essayer de redonner confiance aux bénéficiaires par l'intermédiaire de cafés citoyens, enfin de cafés, ça a permis de faire évoluer notamment les méthodes de Pôle emploi qui se sont un petit peu, de manière transversale, un petit peu inspirées de ces méthodes-là pour évoluer. Voilà. Alors, de ces premiers outils, du coup, nous sommes en train de construire ce protocole d'évaluation partenariale. D'une part, quand même vous préciser que ce protocole sera accessible sur la plateforme numérique Commune Mesure, qui est développée avec Plateau Urbain. Et alors, voici les différentes étapes. D'abord, l'idée de réunir eh bien, toutes les parties prenantes qui sont associées au projet et de ne pas hésiter aussi d'associer un peu des contre-pouvoirs dans cette idée de négocier la valeur produite. Donc là, on imagine de pouvoir mettre à disposition des outils pour animer ce premier atelier de partage des objectifs, de l'évaluation et de la méthode. La deuxième phase, qui est la plus importante, qui peut, en fonction de la taille de son lieu et de l'ampleur de son activité, être reproduite plusieurs fois dans l'année ou simplement une fois par an. C'est l'idée d'avoir déjà un questionnaire destiné à des porteurs de projets et d'une carte d'identité du lieu. Donc ça, c'est déjà un outil qui existe et qui sera bientôt accessible sur la plateforme Commune Mesure. On imagine également d'y agréger des questionnaires à destination des usagers, des bénéficiaires et puis des grilles de comptage pour vraiment se rendre compte de qui fréquente à quel moment et quel type d'espace les lieux. Et ensuite, évidemment, de mettre à disposition des outils pour co-construire cette chaîne d'impact avec les bénéficiaires. Et ensuite, un troisième temps, qu'on imagine plutôt, lui, annuel, de faire un atelier de bilan partagé pour se mettre d'accord ensemble sur cette valeur sociale produite. Alors, ça nous met à un autre point de notre réflexion, qui était cette question de comment est-ce qu'on articule l'urbanisme transitoire, donc vraiment d'échelle hyper locale, à une action publique d'envergure territoriale, parce qu'on s'est bien sûr rendu compte, comme vous précédemment, l'équipe Biscotte, que ça vient vraiment interroger les modes de faire de la puissance publique, les modes de faire aussi de la société civile d'ailleurs, le processus de projet urbain. Et du coup, comment davantage imbriquer ces deux approches de manière bénéfique.
Et donc, on a travaillé, enfin, on a identifié 3 cas d'études qu'on a un peu analysés, qui présentent un peu 3 modèles en cours d'émergence sur ces sujets. Le premier, il est lié à la métropole de Lille. Il relève en fait d'une étude qui a été menée par la DULM, l'Agence de développement et d'urbanisme de la métropole lilloise, sur la vacance dans ce territoire, la vacance foncière qui est vraiment structurelle, foncière et résidentielle, et qui s'est demandé en gros comment est-ce qu'il pouvait faire évoluer ses outils pour résorber cette vacance. Qui propose une stratégie différenciée de réaménagement des espaces vacants en s'appuyant sur le levier du transitoire. Donc, par exemple, ils imaginent de pouvoir créer des lieux de proximité pour répondre aux besoins quotidiens des habitants dans les quartiers paupérisés des centres urbains historiques. Ensuite, de consolider les axes de faubourg, qui sont des situations urbaines fréquentes de dévitalisation, et donc notamment de travailler sur la revitalisation des commerces de proximité, de réinvestir aussi les anciennes infrastructures industrielles en des lieux forts et symboliques, soit par la renaturation, soit par la transformation pour une nouvelle vocation. Voilà, ils identifient plusieurs autres situations qu'on n'a pas forcément le temps de décrire tout de suite, mais ce qui est intéressant, c'est que ces postulats de stratégie territoriale sont vraiment testés à la fois sur le terrain, sous forme d'expérimentation, par exemple dans le cadre du SCOT ou dans le cadre de Lille Métropole qui a lancé un appel à projet il y a 1 an tout juste, pour tester sur 3 terrains différents pendant 18 mois des occupations transitoires pour pouvoir vraiment nourrir et construire leur stratégie. Et en même temps, la DULM nourrit ce travail de retour sur expérience dans le cadre de rencontres très régulières qu'ils animent sur le terrain. Voilà, je poursuis sur cette partie qui essaie vraiment de voir les liens entre stratégie d'urbanisme transitoire et stratégie territoriale. À la suite de ce premier cas qui était porté du coup par l'agence d'urbanisme de Lille et donc aussi par une collectivité à l'échelle d'une agglomération, on bascule à Marseille cette fois-ci et c'est pour étudier un cas, d'ailleurs qui est donc le cas d'étude pilote, porté cette fois-ci par un aménageur et qui est beaucoup plus opérationnel puisqu'on se situe dans le cadre du périmètre de projet d'aménagement Euroméditerranée, qui est un territoire au nord de Marseille, qui est à l'origine aujourd'hui encore même essentiellement constitué de friches industrielles, avec un quartier, un noyau villageois aux populations modestes en son sein, mais basé surtout sur des infrastructures routières et des friches industrielles. Alors, ce qui s'est posé comme question pour l'aménageur qui souhaite transformer ce grand bout de territoire de 170 hectares en quartier habité, c'est de voir comment, grâce à l'urbanisme transitoire, donc c'est un peu cette idée d'urbanisme peut-être aussi ponctuel ou d'acupuncture, sur différents sites de son territoire, que ce soit des grandes halles industrielles ou des terrains nus, des espaces publics ou des petits bureaux, comment faire pour amorcer le changement d'image, le changement d'usage de ce territoire, tout en se basant sur l'idée d'impulser une dynamique locale, puisqu'il y a quand même des habitants qui existent, et aussi petit à petit, grâce à ce test à l'échelle 1, alimenter la programmation urbaine du projet d'aménagement. Alors, comment ils s'y sont pris? Ça fait déjà, il y a une deuxième session qui arrive, mais la première session, il y a 2 ans, avait a commencé par l'idée de lancement d'un appel à manifestation d'intérêt pour trouver des porteurs de projets à l'échelle nationale, ce qui est intéressant aussi, puisque ça a permis d'identifier des porteurs de projets qu'ils n'auraient pas pu identifier en amont, pour répondre à des orientations qui étaient très larges. C'était des thématiques. Voilà, il y avait des thématiques autour de la culture, de l'inclusion, de l'insertion professionnelle, de l'environnement, voilà. Et puis du développement économique. Voilà, c'est thématique. Et il y a eu 4 sites tests qui ont éclos, qui ont émergé et qui sont qui montrent en fait
de nouvelles modalités de collaboration entre l'aménageur, les porteurs de projets et aussi les opérateurs privés, puisqu'on a aussi un cas où il y a en effet un projet d'urbanisme transitoire dans des grandes halles qui a émergé à la suite d'une collaboration avec un des promoteurs, Link City, qui était lui dans une logique de pré-commercialisation en vue de son opération d'aménagement, un écoquartier qui s'appelle Les Fabriques. Donc voilà, et puis en 2 mots, ce qui est intéressant peut-être, c'est ces deux sites qui sont nos 2 sites pilotes. Celui, donc l'entreprise d'insertion, Presta Services Sud, qui vise quand même à former les habitants à des métiers du BTP et aussi à de l'entretien, mais qui pourrait vraiment venir nourrir les clauses d'insertion des chantiers à venir. Donc on voit comment l'urbanisme transitoire peut être un levier d'insertion et le lien du coup direct entre insertion professionnelle et aménagement de la ville. Et le deuxième cas qui est donc les ateliers Jeanne Barret dans des grandes halles où cette fois-ci c'est... Kelly, Oui. le temps file, je voudrais qu'on se garde vraiment du temps. Ce que vous pouvez... alors on enchaîne, c'est pas un problème. Voilà, donc on a vu l'intérêt de ce cas. Désolée. Il nous reste 2 slides. Et donc, le dernier cas, qui lui est juste le pendant aussi des 2 premiers, puisque cette fois-ci, on n'est plus sur une logique peut-être non plus planificatrice, non plus descendante, ou au moins d'impulsion de la collectivité, mais on est plutôt sur une logique interactionniste ou bottom-up. Et c'est intéressant par rapport au commun dont on a parlé tout à l'heure, puisque là, on est à Madrid, en effet, avec le même contexte de crise immobilière et aussi de ce terreau empreint d'autogestion, de professionnels qui militaient pour le droit à la ville, d'initiatives citoyennes et d'institutions culturelles qui prenaient la participation citoyenne. Et c'est à partir de ce terreau très fertile que sont nés un ensemble de lieux générateurs de communs à l'échelle du voisinage et qui sont mis en réseau à l'échelle territoriale par ce qu'on peut voir par exemple sur la droite de l'image, des atlas qui recensent des initiatives citoyennes, donc une plateforme internet qui permet de partager comme ça des outils et qui ouvre la voie vers peut-être une fabrique de la ville plus organique en réponse aux besoins immédiats de la population. Bon, on va faire très très vite, promis Bertrand. De toute manière, on vous invite à rentrer dans le détail de cette dernière partie dans notre publication. Donc, c'est plutôt sous la forme d'un manifeste de l'urbanisme relationnel. C'est une notion inspirée d'un livre écrit dans les années 90 sur l'art relationnel. Cette idée d'être un dispositif support de nouvelles formes de relations à l'autre et à l'environnement. Et donc là, on va juste les énoncer, comme ça on peut passer à la discussion. En gros, on identifie trois entrées, la question de l'espace, des personnes et du programme qui évolue dans le temps. Donc l'urbanisme de situation, en quoi est-ce que finalement on part d'un délaissé et comment est-ce qu'on peut révéler un lieu et une vocation toute singulière. La question de l'urbanisme de rencontre. Donc, outre cette notion de nouveau cadre qui permet des rencontres non discriminantes entre les personnes, c'est vraiment un rapport renouvelé entre l'institution et la société civile. On a pu observer aussi l'apparition de nouveaux rôles de tiers qui sont à la fois des initiateurs, des facilitateurs, et puis voilà, des configurations urbaines qui sont plus favorables à la rencontre en fonction de l'échelle, notamment humaine. Oui, et puis pour le dernier, et on passe la main, c'est vraiment cette idée aussi en quoi l'urbanisme transitoire peut-il être un instrument pour ajuster les projets urbains. C'est vraiment la conclusion et l'ouverture aussi de la précédente intervention au plus proche des besoins des habitants, que ce soit en préfigurant et en testant à l'échelle 1 des programmations impulsées par la puissance publique, que ce soit par des appels à projets, donc la question de l'évolution des formes juridiques, comme on a pu voir avec le MOVE à Marseille, qui permet de repérer des porteurs de projets, des sites et des besoins de la population auxquels qu'on n'aurait pas identifié, ou alors au-delà d'aller jusqu'à l'idée de non-programmation qui permettrait de faire émerger à l'échelle d'un territoire de manière spontanée des lieux en réponse aux besoins immédiats de la population. Voilà, on conclut et on ouvre. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. On va peut-être commencer la discussion par les questions qui concernent plutôt des précisions
par rapport à ce que vous avez recensé, étudié sur l'urbanisme transitoire. Il y a des questions sur la localisation de ces initiatives. Est-ce que c'est toujours à proximité de quartiers défavorisés? Je ne crois pas, mais je vais vous laisser répondre. De quelle surface parle-t-on? 100 mètres carrés, 1000 mètres carrés, 10 000 mètres carrés? Et même chose pour la durée du transitoire. Est-ce qu'on est sur 1 mois, 1 an, 10 ans? Donc, est-ce que vous pouvez apporter quelques précisions là-dessus avant de rentrer dans les questions plus fondamentales? Alors, pardon, je n'ai pas bien écouté le début parce que j'étais en train de relire toutes les questions. Sur la localisation. C'est pas forcément dans des quartiers en renouvellement urbain. Justement, dans le premier livrable, on montre qu'il peut y avoir des projets d'urbanisme transitoire en milieu rural, en ville moyenne, en quartier métropolitain. Voilà, c'est vraiment très, très large. Et sur la question de la durée, je vois la remarque d'une personne. Par définition, l'urbanisme transitoire ne dure pas. Comment approchez-vous ce que d'aucuns pourraient considérer comme un paradoxe? C'est vrai que nous, on considère l'urbanisme transitoire comme un soutien à la transition vers un nouvel état plus durable, et notamment formalisé dans le cadre d'un projet urbain. Et on a l'habitude de dire que l'urbanisme transitoire, en effet, peut soit s'arrêter, soit l'activité, soit s'arrêter de manière définie ensemble en amont, hein, bien sûr, soit donner lieu à une nouvelle activité qui sera pérennisée, soit le fait de pouvoir installer autre part cette activité, parce que du coup, dans le nouveau projet, ce n'est pas possible de le conforter ici, mais qu'il y a d'autres opportunités d'espace à côté. Et pour compléter, en effet, du coup, le côté transitoire, c'est vraiment l'idée d'accompagnement vers un changement d'usage, un changement de statut. Et par contre, l'urbanisme temporaire, si on essayait de faire une définition, serait plus celui dont vous parlez qui a une durée limitée. Qui, alors là, en effet, ça pourrait être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 4 ans, 5 ans, mais en tout cas temporaire. Aussi, toujours dans les demandes de précision sur la surface des démarches que vous avez pu repérer. Est-ce qu'il y a, bon, j'imagine que c'est varié, mais est-ce qu'il y a quand même des tendances, des petits, voilà, des nombres de mètres carrés, qu'on se rende compte un petit peu de l'ampleur des projets sur lesquels vous avez travaillé? C'est vrai que là, pour le coup, encore une fois, ça peut être très, 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 très large. Ça peut être, surtout que maintenant, on s'est penché sur la question territoriale, qui est pour nous encore quelque chose de peu développé, mais on voit bien que la stratégie de Marseille, à l'échelle du projet Euroméditerranée, on est sur 170 hectares. Après, si on parle du fort d'Aubervilliers, par exemple, c'est plutôt 30 hectares. Et après, on peut parler voilà, d'un espace public. On peut parler, par exemple, des places parisiennes qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Et là, on est sur l'échelle d'une place, en fait, d'une petite. Voilà. Et puis, on a aussi analysé l'exemple à Sauxillange, donc en milieu rural, d'un centre-bourg où on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus réduit et l'activité est intensifiée autour d'un local et sur un petit périmètre de centre-bourg. Donc, c'est vraiment assez variable en fonction des situations urbaines. Merci. Alors, on a des questions qui sont plus des éléments de discussion ou de prolongement. Il y a une question sur les impacts de l'urbanisme transitoire sur les projets sous tension, entre guillemets, à cause d'enjeux financiers et économiques. Alors, en lisant cette question, je me demandais si la réponse n'était pas déjà dans la question, mais je vais vous laisser répondre. J'essaye de voir quelle est l'intention de la question. Alors, on va demander à la personne qui l'a rédigé de l'expliciter. Là, quand je disais que la réponse était déjà dans la question, c'est qu'il me semble, mais c'est ce que vous dites au début de votre ouvrage, que je vous invite tous à lire, que ce qui caractérise les espaces de l'urbanisme transitoire, c'est qu'au départ, même s'ils sont dans des espaces sous tension, ce sont des lieux qui n'ont pas de valeur marchande immédiatement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas directement commercialisables, utilisables, autrement que pour des
projets qui se satisferaient de conditions précaires d'installation. Et en quelque sorte, c'est leur valeur collective d'usage qui font de leur projet et non pas leur valeur marchande commerciale, au sens où il y aurait un marché qui permettrait de les liquider directement. Autrement dit, il me semble que la tension dont il est question dans la question, elle est suspendue dans le cas des lieux que vous avez étudiés. Mais peut-être que je me trompe. Oui, oui, non, mais pour aller dans le sens de ce que tu dis, en effet, je pense que c'est une question à la fois de qui est le porteur de projet et quels sont ses objectifs. Si on parle de secteurs tendus, on a 2 exemples parisiens qui nous viennent en tête qu'on a étudiés dans nos premiers cas d'études. Effectivement, les grands voisins auraient pu être simplement, entre guillemets, un grand bar avec quelques activités culturelles de temps en temps. Or, la vocation sociale était bien plus affirmée par les différents porteurs de projets et puis par le fait qu'il y avait un centre d'hébergement d'urgence à la base. Donc, évidemment, l'ampleur du projet, à la fois d'un point de vue impact sociaux pour les publics et puis aussi pour les occupants, les porteurs de projets qui ont pu tester tout un tas d'activités à coût réduit. Donc, voilà, on est dans un secteur sous tension. Il y a une économie importante puisqu'il fallait quand même faire tourner notamment à travers le bar. Et pourtant, il y a des impacts sociaux auprès des différents bénéficiaires, tant entrepreneurs sociaux et culturels que hébergés ou les publics du 14e ou autres. Et puis, à contrario, je pense à un autre cas qu'on a pu étudier, celui de Grand Control dans le 12e, qui lui part à la base de porteurs de projets qui sont vraiment versés sur l'événementiel artistique et puis des formats un peu innovants de bars, de lieux de vie, de socialisation. Donc, même s'ils sont assez ouverts sur le public et des activités, on va dire, assez curieuses de ce qui se passe dans le monde, la polarisation n'a pas été la même. Alors, le temps passe, il y a pas mal de questions. On va peut-être essayer de les regrouper. Vous avez évoqué, Laurie Kelly, l'installation ou le développement d'initiatives en faveur de l'insertion ou de l'inclusion des foyers d'hébergement ou d'accueil dans les espaces d'urbanisme transitoire. Et il y avait une question au début qui s'adressait plutôt à Laïla Kébir et Frédéric Valette sur la façon dont la notion de commun permettait de mieux prendre en compte la question de la santé mentale en ville. C'est-à-dire que est-ce que ces espaces-là qu'ils se fondent sur le référentiel, l'idéal du commun, ou qu'ils mettent à profit des espaces inaccessibles autrement, est-ce qu'ils permettent réellement de faire faire place à des publics fragiles, ou est-ce que la précarité de leurs conditions ne renforce pas cette vulnérabilité? Et je pose la question aux 2 équipes. Oui, je vous laisse, on complétera si vous voulez. Bon, enfin là, je pense que Frédéric, tu compléteras, mais c'est un élément, c'est une question qu'on nous a déjà posée, mais que nous, on n'a pas vraiment instruit. Donc voilà, je n'ai pas vraiment d'éléments pour répondre à cette question parce que ce n'est pas un aspect qu'on a regardé en particulier. On va dire qu'en fait, c'est un des éléments dans la grille de critères, donc on peut répondre seulement sur ce qu'on a pu voir, puisque en effet, dans les impacts individuels, il y a la question du mieux-être. Et on a 2 exemples, du coup, qui y répondent de manière intéressante. Je ne sais pas si tu l'as cité tout à l'heure, mais c'est vrai que dans les grands voisins, il y a une association d'hébergement d'urgence Aurore qui a témoigné apparemment que les hébergés allaient moins souvent chez le médecin que dans d'autres sites qui n'étaient pas aux grands voisins. Ce qui nous pose la question sur est-ce qu'en effet, il y a un climat potentiellement, grâce à la configuration
piétonne, au fait d'avoir des interactions sociales avec d'autres publics, avec ces espaces intermédiaires avant d'arriver directement dans la rue et le tout public. Est-ce que certaines configurations peuvent apporter un climat de bienveillance? Le deuxième cas qui nous est venu aussi, c'est à l'autre toit, qui est une programmation qui ressemble beaucoup au Grand Voisin, mais à Villeurbanne cette fois-ci, où encore une fois, cette fois-ci, il y avait l'association GEM qui s'occupe de personnes en situation de handicap et de fragilité. Et on a eu ces témoignages aussi qui étaient doubles. D'une part, que, en effet, grâce à ces lieux intermédiaires, le fait de pouvoir aller boire un café à l'intérieur avec des publics différents d'habitude, ils croisaient donc des porteurs de projets, des artistes, voilà, dans ces lieux qui n'étaient pas directement dans un bar dehors, en fait, ou l'espace public. Ça a permis, en effet, d'avoir une plus grande ouverture de ces publics assez fragiles, mais il témoignait aussi de cette peur de devoir partir au bout d'un an. Donc, ça crée aussi un stress. C'est ambivalent, il n'y a pas une seule réponse. Je ne sais pas si tu veux compléter là-dessus. Après, plus largement, au-delà de la santé, cette question de l'inclusion des personnes en difficulté, c'est vrai que dans les quartiers en renouvellement, c'est un petit peu généralement l'ADN des projets. Je pense à l'exemple de Bagnolet, à Yapuka, dont l'objet même, ils ont créé un Fab Lab de quartier. Et l'objet même, en fait, était de former des jeunes en situation de décrochage dans le quartier pour qu'ils puissent animer eux-mêmes ce Fab Lab et qu'ils puissent se former à l'architecture, à la construction et intervenir après professionnellement en tant qu'indépendants au fur et à mesure, après avoir été en service civique, embauchés, puis indépendants, pour qu'ils puissent se professionnaliser. Et généralement, si je peux, on va faire des réponses succinctes parce qu'on a pas mal de... on en alors. Peut-être une question à Leïla et Frédéric qui fait écho à votre... Vous avez mentionné du common washing, enfin cette tentative de passer sous le terme de bien commun ou maintenant d'urbanisme transitoire, un certain nombre de démarches. Une question d'Hervé Saillet, un cofondateur des Robins des Villes, qui dit dans les années 2000, les chercheurs interrogeaient les friches urbaines et les projets d'occupation des frichards. 15 ans plus tard, on parle d'urbanisme transitoire, on pourrait rajouter de communs territoriaux. Est-ce un effet de mode? Est-ce plus pérenne? En quoi ces démarches sont-elles si différentes, si ce n'est les partenariats économiques? Donc ça renvoie à la question à la fois de l'étiquetage et du caractère novateur. Je suis désolée, on est perturbé parce qu'on lit en même temps les questions. Alors, ça s'adressait à Leïla et Frédéric. Ça tombe bien. Ah, trop bien. Alors, bon, je ne sais pas. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement, il y a une forme de reconnaissance de ce type de démarche qui leur donne une coloration plus positive par rapport à l'idée que les populations locales peuvent être des contributeurs pour essayer d'inventer des formes nouvelles de ville et des formes nouvelles de création de ressources, valorisation des ressources. Alors, ça peut être vu d'ailleurs de manière assez ambivalente, parce que ça peut être vu sous l'angle d'une lecture un peu néolibérale ou finalement du fait du retrait de l'État, des collectivités locales et puis d'une marchandisation d'un certain nombre de domaines d'activité, eh bien, on laisse ces espaces un peu vacants et on dit finalement, s'ils arrivent à en faire quelque chose, tant mieux pour eux. Et donc on est sur un prolongement d'une logique de friche un petit peu marginale. Mais on peut aussi le voir autour de la capacité qu'ont eu ces communautés justement de prendre au mot tout le dialogue sur la décentralisation et la mobilisation citoyenne autour de est-ce que vous êtes vraiment capable de vous mobiliser, de construire des projets collectifs pour en faire quelque chose et améliorer votre cadre de vie. Donc, les deux lectures, à mon avis, font sens. Elles sont potentiellement complémentaires, mais ce qui, en tout cas, est assez marquant si on compare ça à ce qu'on voyait dans les années 90,
Alors même si à l'époque, moi, je ne m'intéressais pas à la question, mais c'est l'idée selon laquelle ces espaces sont des espaces à valoriser et pas simplement des espaces qui sont des délaissés urbains. Et ça a changé et on pense aujourd'hui bien plus qu'avant ces espaces comme des composantes de la ville et des espaces à la fois sur le plan du développement, de l'insertion sociale et en termes de politique d'aménagement. Si je peux compléter ce que tu viens de dire, Frédéric. Sinon, je peux vraiment pas répondre à la question d'avant. Oui. Vas-y, Frédéric. Non, vas-y, François, vas-y. Ah non, je te laisserai. Ou alors, je complète là-dessus, puisque il y a une question sur le risque de gentrification de ces opérations-là. Et donc, je vais essayer de faire lien avec cette question. Et puis, celle des Robins des Villes. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une quinzaine d'années, et il y avait eu des études d'ailleurs, et les Robins des Villes avaient été soutenus d'ailleurs à ce titre-là. Donc il y avait une vision on va dire, concurrentielle de l'occupation des friches. Les squatteurs de ces friches-là revendiquaient, alors peut-être pas à ce moment-là d'un bien commun, mais pensaient faire œuvre utile et collective contre des logiques purement commerciales et rentabilistes prêtées aux promoteurs. Et de leur côté, les promoteurs ou les collectivités propriétaires de ces terrains voyaient d'un assez mauvais œil ces occupations-là. Or, assez rapidement, il s'est avéré que l'occupation et la valorisation sociale, culturelle, symbolique, politique de ces friches eh bien, pouvaient contribuer à leur mise en visibilité et à leur valorisation marchande. Et d'une certaine manière, il y a eu une forme d'intégration, d'acceptation au risque de l'instrumentalisation de ces démarches-là. Et donc, aujourd'hui, il y a une tension qui existe entre finalement la volonté de faire reconnaître la légitimité de formes un peu alternatives et souvent aujourd'hui maintenant d'ailleurs soutenues par les pouvoirs publics locaux d'usage non rentabiliste de ces espaces-là et dont le paradoxe c'est qu'ils participent à leur possible rentabilisation et qu'ils participent à leur possible potentiel de gentrification. Et je pense que tout l'enjeu aujourd'hui est de voir comment on les fait évoluer, comment on les fait exister, et à travers une gestion qui serait peut-être plus collective et pas enfermée sur le collectif de promoteurs des projets et d'usagers, mais bien ouverte telle que Frédéric le décrivait dans une première définition des communs. Alors, il y a d'autres questions. C'est tout le paradoxe de ces opérations qui, notamment quand elles ont, enfin en tout cas dans les cas qu'on a pu identifier, hein, quand elles ont une empreinte territoriale assez forte en termes d'urbanisme, sont aussi des vecteurs de valorisation de ces territoires et donc qui retrouvent un intérêt aux yeux de certaines catégories d'acteurs qui les délaissaient au préalable. Et donc, ça contribue à une revalorisation foncière et à une gentrification d'un certain nombre d'espaces. Ça, c'est des choses qu'on a vues à plusieurs reprises. Y compris avec derrière une évolution de la sociologie. Hein. La gentrification, c'est aussi que deviennent les initiateurs de ce type d'opération quand c'est né dans des quartiers populaires et que finalement le contexte territorial initial évolue dans le temps. Je ferai juste une réponse, enfin un complément rapide. Je pense qu'il faut quand même pondérer cette question de la gentrification parce que quand on est en secteur métropolitain tendu, on a beau avoir une activité sociale intense, culturelle et sociale intense qui transforme l'image d'un secteur, on est juste en secteur métropolitain tendu. Donc, je pense que la gentrification, elle est en cours. Et bon, peut-être que ça fait partie d'une stratégie d'ensemble, mais je ne suis pas sûre que, par exemple, au 6B à Saint-Denis, on puisse leur imputer le coût de sortie de toute l'opération urbaine qui est autour. On est en plein
centre-ville de Saint-Denis et sur la Seine, bon, bah, voilà, les prix montent. Après, à contrario aussi, par exemple, il y a pas mal de projets transitoires en centre-bourg qui ne font pas forcément exploser les tarifs, quoi. Donc, vraiment, je pense que ça dépend du milieu dans lequel on se trouve. Que vous aviez la parole. Il y a une question sur est-ce que vous avez remarqué une standardisation des aménagements transitoires? Ça reprend l'esthétique du bois de palette dont on parlait au tout début. C'est possible. Bah, je pense qu'il y a un peu deux réponses à ça. C'est vrai que oui, on a pu l'observer qu'il y avait une esthétique un peu similaire, avec certainement des collectifs, soit de graphistes, soit de constructeurs qui s'inspirent les uns les autres, et après c'est assez naturel. D'un autre côté, il faut quand même considérer qu'on est sur des économies souvent limitées. Et donc, les matériaux sont les plus simples en bois. Nous, on essaie de travailler aussi sur du métal pour renouveler l'image. Mais bon, c'est une tension quand même entre la capacité à passer son temps aussi à inventer des formats et des esthétiques. Et puis, c'est aussi l'invention de nouvelles gouvernances. Enfin, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc, on ne peut pas toujours être porteur à la pointe de nouvelles esthétiques, après, même si quand même ça émerge. Je dirais qu'il y a deux manières de répondre. Il y a entre guillemets à court terme et à long terme, même si on parle de transitoire. Dans le sens où oui, peut-être qu'à court terme, ce qui sort et qui est de l'ordre du test, enfin l'enjeu c'est vraiment de tester, peut se ressembler, parce qu'en effet, on est bloqué par le budget, donc on est souvent sur du bois, et même si on change un petit peu, et des couleurs vives, et un imaginaire avec une esthétique qui a été peut-être co-construite avec des enfants, des habitants. Mais par contre, ce qu'on essaye de raconter et ce qu'on espère dans les prochaines années, c'est que si c'est de plus en plus inclus dans des projets d'aménagement, là, potentiellement, ça peut avoir une valeur et faire évoluer l'esthétique même des projets d'aménagement futurs qui auront plus de moyens. Si l'esthétique à court terme se ressemble, si elle est incluse dans un processus de co-conception, elle peut rendre plus riche l'esthétique urbaine finale. Enfin, ça, ce serait vraiment l'intérêt, l'enjeu. Il y a une question qui revient sur la gentrification, avec une suggestion. Est-ce qu'un accès à la propriété ou une négociation d'un pourcentage sur la plus-value foncière constatée à l'issue de la période d'occupation ne serait pas une solution possible? Connaîtriez-vous des projets qui ont expérimenté ce modèle contractuel? C'est une question posée par Léa, fondatrice du Wild Open Project, qui, je pense peut s'adresser aux deux équipes. Négociation d'un pourcentage sur la plus-value foncière. Ouais. Alors, on ne connaît pas ça, mais ce serait intéressant à tester. Ce que l'on connaît plutôt, c'est la négociation en amont d'un certain pourcentage sur la partie chiffre d'affaires, d'un certain pourcentage de chiffre d'affaires qui permettrait de financer l'activation urbaine. Et dans le cadre, par exemple, d'une opération à Brunzeau, dans le sud de Paris, ça a permis, du coup, ce pourcentage qui est quand même 1% sur une opération immobilière très conséquente, ça a permis de dégager suffisamment de fonds pour acheter la cité Kagan, enfin bref, pour acheter un ensemble immobilier et du coup conserver des coûts pour l'occupation de porteurs de projets. On n'est pas sur du logement, de ESS, acteurs culturels, à prix réduit. Mais on n'a pas d'autres exemples. Et cet exemple est décortiqué d'ailleurs dans la publication qui est en ligne. Si vous voulez. Hocher la tête. Non. Pardon. Alors, il y avait une toute première question auquel il n'a pas été répondu. On parle d'initiatives se fondant sur l'inclusion, la qualité de vie, l'équité, mais cela se traduit-il par des actions et une organisation en cohérence avec ces objectifs? Quelles difficultés rencontrer? Alors, c'était une question qui était adressée à Frédéric et à Laïla. Et donc, c'est moins une question théorique, une question finalement empirique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
qu'en est-il de la réalité de l'organisation, alors inclusive, allocratique, sociocratique, des expériences que vous avez recensées, repérées les uns et les autres? Bon, moi, je dirais sur ce qu'on a pu observer, donc effectivement, on ne peut pas faire de réponse généralisée parce qu'il aurait fallu enquêter de façon approfondie. Parce que dès qu'on veut essayer de comprendre comment des collectifs fonctionnent, il faut, voilà, ça demande d'être proche, de comprendre, d'assister, d'accompagner pour vraiment saisir la manière dont ça fonctionne effectivement. Par contre, en tout cas, nous, ce qu'on a vu, c'est que l'intention, ou en tout cas ce qui pouvait être exprimé dans des chartes, ce qui pouvait être exprimé par les acteurs porteurs de projets, c'était une très forte, je dirais, un très fort concernement sur cet aspect de l'inclusion. Ça veut dire vraiment une volonté d'ouverture, de non-exclusion le plus possible, et justement pour essayer de concevoir des collectifs qui puissent prendre en compte cet élément-là. Alors après, est-ce que dans la réalité effective, c'est le cas aujourd'hui, ici, maintenant? Ça, moi, je ne pourrais pas vous répondre parce que ça voudrait dire y retourner et puis voir si ça marche. Et aussi, c'est des éléments qu'il faut voir sur le long terme, hein, comment évoluent les projets. Mais en tout cas, et moi, je pense que ça, c'est en tout quelque chose, il me semble, de particulier à cette époque contemporaine des communs. C'est cette idée déjà du dépassement de l'individualisme. Ça veut dire le fait que les acteurs qui s'impliquent dans ces projets, ils ont toujours un intérêt individuel, forcément. En tout cas, ils se projettent dans un intérêt collectif dans lequel ils sont volontaires pour donner du temps, de l'énergie et pouvoir s'impliquer. Et ça, il me semble que c'est quand même quelque chose qui marque le temps présent. Moi, je n'ai pas le souvenir dans les mouvements squat des années 90 qui avait cette idée de combattre ou d'essayer de développer un modèle pour la société. Hein. Il y avait effectivement des revendications, des problèmes très graves à résoudre, mais disons que là, aujourd'hui, il y a vraiment cette volonté d'œuvrer pour soi, pour la cité, et ça, c'est quelque chose qui est quand même, il me semble, particulier aujourd'hui et qui est sans doute à mettre en relation avec les enjeux de transition écologique et toute cette situation que nous vivons aujourd'hui. Peut-être en complément, en fait, dans les cas qu'on a pu analyser, finalement, il y a une grande diversité de modes de gouvernance, avec une ambition délibérative et sociocratique plus ou moins élevée. On a un certain nombre d'initiatives pour lesquelles les formes de gouvernance s'approchent vraiment beaucoup, voire collent, à ce qu'on voit habituellement dans la gestion associative. Et donc, finalement, c'est plutôt la gestion commune et l'ouverture de la ressource qui fondent le côté commun de l'expérimentation. Dans d'autres cas, au contraire, il y a des modes de fonctionnement, notamment de porosité entre les différentes instances de gouvernance, de capacité à pouvoir éviter une forme organisationnelle très hiérarchique entre un petit groupe de pilotage et des usagers, qui est vraiment réfléchi et qui essaye de faciliter le dialogue et la prise de décision collective. Et donc, mais on a vraiment toute une variété, un panel de formes organisationnelles différentes au sein des initiatives qu'on a pu identifier. Je rajouterais juste, on est d'accord aussi, je pense on a un panel très diversifié, nous aussi, d'enjeux avec quand même cette volonté d'inclusion plus ou moins forte selon les projets. Je rajouterais juste l'idée aussi, peut-être dans les freins, c'était la question aussi des freins, peut-être la question des compétences des porteurs de projets, en tout cas pour nous d'urbanisme transitoire, à mener à bien cette inclusion, parce qu'en effet, un des freins, c'est que même si on a la volonté, parfois on ne sait pas faire, on ne sait pas bien faire. Surtout si on est des professionnels de la ville et on n'est pas formé pour, on peut être architecte, urbaniste, graphiste, scénographe, voilà, sociologue même. Là, il y a toute une montée en compétences de gens qui viennent véritablement de l'insertion et qui peuvent vraiment travailler peut-être plus de manière plus liée. Avec cette idée vraiment de facilitation, de médiation urbaine et qui donne lieu plutôt à des groupes pluridisciplinaires qui porteraient ces projets. À voir
comment ça évolue. Si je peux juste, parce que c'est vraiment dans la continuité de ce qu'a dit Frédéric tout à l'heure, une question de Claire Brosseau sur la question de la gouvernance. Aujourd'hui, de nombreux projets d'aménagement transitoire se dotent de gestionnaires de communautés. Par exemple, le projet de l'autre soi et puis d'autres qui ont été évoqués aujourd'hui. Où sont les communs lorsqu'un tiers assure la gouvernance ou la gestion du projet? C'est une thématique qu'on a vu émerger plutôt en fin de programme et qui pose, et ça fait écho à une des questions qu'on pose en fin de présentation, c'est-à-dire comment est-ce que ces initiatives, lorsqu'elles s'institutionnalisent, quand elles visent à rentrer de manière assez pérenne dans la stratégie de développement d'une ville et à s'articuler avec l'action publique, comment est-ce qu'elles peuvent garder l'ambition sociocratique du départ. Et effectivement, on a pu constater que systématiquement, on avait une complexification des dispositifs de gouvernance au fil du temps qui passait, de complexification au fil de la complexification du projet, de l'agrandissement de la taille du projet, et que ça pose, comme c'était rappelé à l'instant, ça pose la question des compétences des acteurs qui vont être en charge de ces dispositifs. Et souvent, on va retrouver, et c'est aussi un des constats de nos études de cas, souvent on va retrouver des gens qui ont une expérience, alors parfois c'est même le métier, et qui vont être des agents importants de la structuration du projet. Et quand le projet n'arrive pas à se doter de ça en interne, eh bien, il y a effectivement souvent recours à un tiers dont c'est le métier, parfois même c'est les attributions au sein d'une collectivité locale. Ce que tu dis, Frédéric, c'est que, grosso modo, l'existence d'une assistance à une maîtrise d'ouvrage du commun peut faire exister le commun, ou ça peut être aussi un risque de le faire disparaître au profit d'une gouvernance technique un peu extérieure. Tout à fait. Ouais. Okay. Il y a pas mal d'autres observations. Alors, dans les questions-réponses, il y a des contributions que je vous invite à lire. Jean Badarou à propos de la santé mentale qui renvoie à l'initiative de l'hôtel projet Pasteur à Rennes. Pauline Gaulier sur les effets sur le foncier qui évoque le cas intéressant de la déviation à Marseille qui s'est organisée sur une logique de propriété d'usage. Voilà, enfin, il y aurait des tas de pistes à creuser, donc je vous invite à aller lire et en prendre connaissance. Peut-être avant de laisser la parole à Hélène Peskin pour conclure la séance, une dernière question à l'atelier approche. En fait, une double, il y en a une, mais François y a répondu dans le chat. C'est: est-ce que votre outil d'évaluation se développe en bonne intelligence avec la démarche commune mesure? Bon, je vous laisse préciser là. Et une autre qui est liée, et Pascal Dubois demandait s'il faut poser les conditions et les critères d'évaluation à l'amorçage du projet au moment où il y a encore beaucoup d'incertitudes, ou si c'est une méthode d'évaluation qui est plus souple et qui peut se développer chemin faisant. Magnifique ces oiseaux. Pour répondre à la question, notre protocole se développe complètement en lien avec Commune Mesure et donc sera accessible à tous au moment où la plateforme Commune Mesure présentera sa version bêta, donc a priori plutôt au printemps ou en septembre prochain. Et puis, on travaillera de toute manière à enrichir cette plateforme des outils qu'on est en train d'imaginer au fil de l'eau. Donc, en effet, là, un petit calendrier. C'est tout un travail, en effet, mais sachez, en fait, déjà, les premiers questionnaires qu'on a sortis de notre grille d'indicateurs que vous avez pu voir sont déjà intégrés dans le questionnaire plus général de Commune Mesure. Et on est vraiment en lien, même en termes de développement numérique, pour ajouter ce module d'évaluation d'impact social. Donc, on est bien entendu en lien. Et pour répondre à la question de est-ce qu'il faut définir les objectifs et modalités au début, nous, on envisage aussi ce travail d'évaluation comme un peu un outil
pilotage en fait du projet d'urbanisme transitoire au sein d'un projet d'aménagement. Et donc forcément c'est très processuel, et définir des modalités la première année d'évaluation n'implique pas que ce soit figé jusqu'à la fin du temps. Et bien au contraire, c'est quelque chose qui, de la même façon que le projet transitoire fait évoluer le projet urbain et aborde, fait émerger, on va dire, de nouveaux programmes qui n'étaient pas du tout identifiés au préalable, et donc il faut repenser un peu le dessin. Je pense que l'évaluation, bien sûr, doit être souple dans la mesure où c'est de manière partenariale que c'est redéfini régulièrement. Merci. Oui. Désolé, on a essayé de répondre au maximum de questions. Il y en a sûrement certaines qui nous ont échappé. Dans tous les cas, encore une fois, les détails, les études de cas, etc. sont toutes accessibles en ligne. Les 2 ouvrages sont disponibles sur le site web du PUCA. Et puis, je parle sous leur contrôle, mais j'imagine que les auteurs restent à la disposition des participants pour à la fois échanger, prolonger ce webinaire. Je laisse la parole à Hélène Peskin, secrétaire permanente du PUCA, pour conclure ce webinaire. Bonjour à toutes et tous. D'abord, merci pour avoir été très nombreux à participer à cette réunion en ligne, et d'autant plus qu'elle a été très participative, puisqu'il y a eu quand même un certain nombre d'échanges et de questions. C'est toujours plus vivant dans ces séminaires en visio d'avoir l'occasion de répondre un peu en direct aux questions des participants, parce que ça donne plus de vie à ces rencontres en ligne. Merci évidemment à nos intervenants, à la fois pour les travaux qu'ils ont remis et pour leur présentation aussi synthétique que possible. Je vous invite à mon tour à retrouver ces travaux en ligne sur le site du PUCA et les 2 ouvrages qui ont été mentionnés. Et puis, un certain nombre d'autres réflexions, d'autres travaux, d'autres programmes de recherche et d'expérimentation qui résonnent avec ces 2-là, notamment autour de, je pense aux expérimentations dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, qui développe aussi un certain nombre de réflexions autour de l'urbanisme transitoire comme une solution un peu de requalification, de revitalisation préalable avant des programmes plus définitifs, qui permet aussi dans ces villes petites et moyennes dont on a rapidement parlé mais très peu, de repenser une attractivité qui est peut-être loin d'être gagnée, notamment là où les marchés immobiliers sont en déprise dans ces centres anciens. Et donc cette phase un peu transitoire de requalification par le projet, par l'initiative collective, publique ou non, citoyenne ou non, mais en tout cas dynamique, je dirais, est souvent un très bon levier pour la requalification et la revitalisation de ces centres anciens. Et permet, en tout cas on le constate dans le programme Action Cœur de Ville, d'avancer vers des requalifications plus pérennes, et puis surtout le retour des investisseurs privés qui n'est pas toujours évident dans ces centres difficiles à réhabiliter. Donc, c'est des expériences qu'on a plutôt observées ces dernières années en passant du hors-champ au plein champ de la production urbaine dans les métropoles. Et elles sont plutôt portées aujourd'hui, on l'a vu, de manière institutionnelle par des métropoles, Lille, Nantes, Grenoble. En tout cas, c'est ce qu'on voit le plus, c'est ce qu'on connaît le mieux. Mais en vérité, il y a énormément d'initiatives aussi dans des petites et moyennes villes. D'ailleurs, l'atelier Approche avait travaillé aussi sur cette question en élargissant un peu le spectre. C'est souvent là aussi avec des effets sociaux urbains et territoriaux très sensibles et très significatifs. Donc, ces réflexions et ces éclairages et ces outils, puisqu'on en est là avec les propositions qui sont faites par l'atelier Approche, ont vraiment une valeur d'exemple et puis un intérêt de dissémination, je dirais, auprès de tous acteurs publics et privés qui travaillent sur la ville. Remarque peut-être sur le passage du hors-champ au plein champ, on a
évidemment, durant ces 10 années, un peu de réflexion autour de la production urbaine alternative, vécu aussi une transformation forte et une prise de conscience forte du développement durable. Ces transitions écologiques, elles s'accompagnent très souvent de transitions sur les modèles démocratiques et de gouvernance, et pas seulement dans le projet urbain. Et donc, on voit bien que ça s'alimente un peu ces projets alternatifs d'un contexte qui leur sont favorables. Et on l'a vu avec l'intervention de Laïla et Frédéric, on a aussi les effets sociaux de la crise, notamment de 2008, qui génèrent ces initiatives un peu plus foisonnantes ou bottom-up. Donc, on est dans un contexte qui finalement favorise ces initiatives individuelles, disons, de la sphère privée ou associative, mais on est aussi rapidement rattrapé par l'institutionnalisation, et c'est assez intéressant de le constater aussi, avec un peu de mouvement, si j'ai bien entendu ce qui a été présenté, mais à la fois un mouvement du côté des acteurs privés ou des maîtrises d'ouvrage, y compris HLM, mais en tout cas des maîtrises d'ouvrage institutionnelles, et un mouvement du côté des collectivités locales, pour essayer d'intégrer mieux, mais on est aussi dans un contexte de développement de toutes les actions de participation et de gouvernance collective et de co-construction, donc c'est aussi un contexte qui leur est favorable. Donc, de mieux intégrer ces dispositifs, y compris dans des opérations à caractère plus institutionnel ou plus commercial, au sens un peu capitalistique du terme, qui était, sur un certain nombre de ces opérations, on l'a vu, critiqué au départ. Pardon. Et là, on se trouve un peu, je pense, à la croisée des chemins, d'où l'intérêt d'avoir eu cette confrontation ce soir entre les deux regards de ces deux études, c'est qu'il n'y a pas forcément comment dire, c'est pas forcément une mauvaise chose que d'institutionnaliser ou de faire rentrer dans les modèles de marché ces initiatives créatives, parce que finalement, elles permettent aussi de les déployer. La question est de savoir si on rentre dans un mouvement qui se mobilisé comme une alternative, voilà, si on arrive à le faire rentrer dedans ou si ça devient autre chose. Je trouve que c'est un peu le moment où on est aujourd'hui dans l'analyse et l'application de ces différents projets. Typiquement, ce que je disais sur Action Cœur de Ville, quand le PUCA se mobilise sur Action Cœur de Ville pour aider à aller vers des solutions de type urbanisme transitoire, on le fait de manière institutionnelle. Évidemment, nous, on a une agence de l'État et on parle à des collectivités locales. Et pourtant, ça peut quand même créer des coopérations nouvelles qui sont très fructueuses pour le développement urbain et qui profitent à la fois socialement, individuellement à des personnes fragiles et collectivement à la revitalisation du territoire. Donc, effectivement, la question a été posée, je crois, dans le chat, de savoir si on a intérêt maintenant à continuer d'observer pour voir ce qu'il en restera dans 5 ans. C'est une assez bonne question. On se la pose dans un contexte un peu similaire autour de l'habitat participatif, par exemple, dont on a été aussi un des observateurs assez en amont, qui a un peu les mêmes origines, je dirais, militantes que l'urbanisme transitoire et le mouvement des biens communs. Et on voit bien qu'au bout de 5-10 ans, les opérations d'habitat participatif revendiquées d'il y a 5 ans aujourd'hui auront un statut différent, seront devenues des copropriétés. C'est assez intéressant de voir comment elles se rangent d'une certaine manière dans des cases au bout d'un temps de vie, réelle de ce modèle participatif. Alors là, on a une particularité, en tout cas pour ce qui est de l'urbanisme transitoire, c'est qu'il s'affirme comme provisoire. Donc, dans ces cas-là, on n'a pas forcément, dans 10 ans, il n'en reste pas forcément grand-chose, mais cela dit, c'est quand même une question intéressante à se poser, de savoir, même si le projet a été remplacé par quelque chose de plus définitif, comme au Grand Voisin, par exemple, comment est-ce que cette histoire provisoire a influencé la suite. Et ça, c'est vrai que ce sont des questions intéressantes à se poser. Et puis, l'autre intérêt aussi de cette confrontation entre les deux études, elles étaient parties, on l'a vu, de questions un peu différentes et elles ont finalement convergé sur des objets assez similaires. C'est que celle autour du programme BISCOT est plutôt une manière de construire un peu un cadrage, disons, théorique ou scientifique de ce que les gens revendiquent comme des biens communs, alors que l'exercice mené par l'atelier Approche est vraiment un outil au service des porteurs de projets. Donc, on débouche sur deux objets de synthèse qui sont à destination un peu différentes, même si elles se complètent utilement.
Et d'une certaine manière, ça s'est entendu dans vos présentations, puisque on avait un peu l'impression dans les propos de Kelly et Laure que comment dire, les politiques d'insertion étaient presque des produits de l'urbanisme transitoire, alors qu'en fait, c'est plutôt l'inverse qui nous a été présenté préalablement par Leïla et Frédéric. Donc, en vérité, il y a des mouvements d'économie sociale et solidaire forts, du militantisme social et des politiques d'insertion qui, bien souvent, se traduisent territorialement dans l'espace urbain par ces dispositifs alternatifs. Et en fait, voilà, ça marche dans un sens comme dans l'autre, d'une certaine manière. C'est pas une critique, mais c'était intéressant de voir que vos regards, du coup, s'articulaient un peu à l'inverse dans la manière dont vous avez présenté ces opérations. Dernier point, peut-être, c'est en rebondissant sur ce qui a été présenté sur le programme BISCOT, c'est l'idée que ce qui était revendiqué par les porteurs de projets de biens communs, c'était l'attention renforcée aux usagers et la logique d'expérimentation. Et ça, je crois que sans vouloir calquer le modèle initiative citoyenne dans le marché de la ville en général, on voit bien que ces attentes-là, ça marque en fait en négatif ce qui n'existe pas ou plus, qui n'existait plus peut-être dans les produits immobiliers classiques ou les produits urbains du marché. Et donc, c'est aussi une espèce d'appel, voilà, un peu façon lanceur d'alerte, d'appel à repenser mieux les projets urbains, même dans le tout venant, je dirais, de la production urbaine, dans le cadre d'une attention renforcée aux usages. On voit que la question s'est largement posée ces derniers mois sur le logement avec les problématiques liées au confinement dans les logements. Et dans une logique, si ce n'est d'expérimentation, au moins de réversibilité, d'agilité, de flexibilité. Et là encore, avec les effets de la crise sur la désertification des bureaux, par exemple, on va se poser un certain nombre de questions de cette nature. Donc, on voit bien aussi que tout l'intérêt de ces initiatives un peu hors champ au départ, c'est de révéler en fait des faiblesses du champ. Et donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas sûre qu'on soit encore bien en plein champ avec ces initiatives et qu'on a encore un peu de chemin à faire, on est encore un peu en lisière. Mais je trouve ça intéressant de révéler aussi comme ça, finalement, ce qui est revendiqué comme n'existant plus dans le tout venant ou dans le droit commun, on va dire, le chemin normal de l'aménagement et de l'urbanisme. Et c'est là qu'on se place dans notre rôle un peu d'éclairage vers les professionnels et les politiques publiques. Et donc, c'est particulièrement intéressant. Voilà, donc on espère pouvoir continuer à travailler sur ces sujets, à la fois via les expérimentations, via les programmes de recherche. On a évoqué Action Cœur de Ville, mais on a aussi des liens forts avec les petites villes de demain qui ont aussi des choses à raconter sur ces notions de transformation, qui sont par ailleurs souvent des territoires d'industrie avec lesquels il faut jouer sur de nombreuses friches et de nombreux bâtiments à réhabiliter, et des histoires et des mémoires industrielles longues et lourdes à porter. Je voulais aussi faire référence à une des recherches de Pop Sud Territoire portée par Raphaël Besson, qui a été citée justement à Digne-les-Bains sur les tiers-lieux, qui est aussi une famille de lieux qui finalement rejoint assez vite les travaux que vous avez menés. Et puis, faire référence aussi au concours Europan, qui est un concours d'architecture, d'idées en architecture et en urbanisme, qui est porté par le PUCAD depuis de nombreuses années, pour rappeler qu'il est passé en 3 sessions du thème des villes productives au thème des villes vivantes. Et finalement, c'est un peu un croisement des deux qu'on a évoqué aujourd'hui, avec la capacité d'une ville à se régénérer en termes d'activité, avec des effets sociaux qui sont liés à cette activité. On a parlé de création de valeur, on n'est pas beaucoup revenu sur cette idée, mais c'est important de montrer qu'il y a aussi de la création de valeur, et pas seulement de la création de valeur sociale, mais de la création de valeur économique dans ces projets. Elle existe grâce à la dynamique vivante, humaine et vivante qui les caractérise particulièrement. Voilà, bah écoutez, en tout cas, merci infiniment à tous pour votre participation. On sera très heureux d'avoir d'autres occasions de nous rencontrer. On va rendre compte de ces débats qui seront mis en ligne, qui ont été enregistrés, qui seront mis en ligne sur notre site. Et puis, je vous invite aussi à recontacter nos intervenants si vous le souhaitez pour avoir des précisions, évidemment, sur leurs travaux et leurs outils. Sachant qu'on est partenaire également de la plateforme Commune Mesure qui a été évoquée, qui essaye de capitaliser un peu sur tous ces outils d'évaluation et d'aide à la décision, on va dire, sur l'urbanisme transitoire et les biens communs. Merci à tous.